On a vu qu'il y a des similitudes entre la formule de Nernst en oxydoréduction et la formule de Henderson en acidobasicité. Et la formule de Henderson nous a permis de définir les diagrammes de prédominance en acide-base, et notamment on a vu que quand on a un couple acide-base, eh bien en traçant le pH sur un axe horizontal et en bénéficiant d'une frontière qui n'est autre que le pKa, au petit pH, l'acide prédomine et la base prédomine au grand pH. pKa apparaît donc comme une frontière pour laquelle on a égalité des concentrations en H et en A-. En oxydoréduction, on va construire le même concept, mais c'est un petit peu plus subtil, tout simplement parce que la différence avec l'acidobasicité, c'est que les coefficients stoichiométriques des espèces accepteurs-donneurs ne sont pas nécessairement égaux, ce qui crée parfois des difficultés. Donc je vais traiter plusieurs cas différents. Notamment, je vais commencer avec un premier cas où l'oxydant est forcément sous phase ionique et le réducteur est également sous phase ionique avec des nombres stoichiométriques identiques. À savoir, dans ce cas-là, on a OX pour plus 1 plus N électrons susceptibles de donner un réducteur. Si j'écris la formule de Nernst correspondante, on a alors E, le potentiel d'électrode ou potentiel du couple, qui est donc égal à E0 plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés fois le logarithme de la concentration en oxydant, puisque c'est une espèce soluble, divisée par la concentration en réducteur, puisque c'est également une espèce soluble. Si bien que, effectivement, on reprend ce qu'on avait déjà vu sur la notion de prédominance. Si la concentration en oxydant est plus grande que la concentration en réducteur, dans ce cas, on se retrouve nécessairement avec le rapport qui est plus grand que 1, donc le logarithme qui est positif, ce qui implique que le potentiel de l'électrode est supérieur au potentiel standard. Ainsi, si je trace un diagramme avec en abscisse le potentiel, apparaît une frontière qui n'est autre que le potentiel standard pour laquelle, au-delà de ce potentiel standard, c'est l'oxydant qui prédomine, et en deçà de ce potentiel standard, c'est le réducteur qui prédomine. À savoir, chose particulièrement importante, les oxydants prédominent au potentiel élevé alors que les réducteurs prédominent au potentiel plutôt faible. On peut donner un exemple, donc celui du couple Fe3+, Fe2+. Donc le couple Fe3+, Fe2+, échange un électron et un potentiel standard de 0,77 volts, si bien qu'on a effectivement au faible potentiel plutôt Fe2+, qui prédomine, et au fort potentiel, on a Fe3+, qui prédomine avec la frontière qui est à 0,77 volts. On peut en profiter de fait pour tracer un diagramme de distribution des espèces, à savoir utiliser un diagramme de prédominance en 2D, où, je le répète, en abscisse, va figurer, par exemple, en rouge, ici, la concentration de Fe2+, par rapport à la concentration totale apportée, c'est 0. Et on a donc de fait une courbe qui va être décroissante comme ceci, à savoir que proche de 100%, on a effectivement quasiment que du Fe2+ au petit potentiel, donc là je suis à 100%.
Et puis, si je trace effectivement l'autre courbe, celui qui correspond au pourcentage de présence de Fe3+, on va avoir effectivement ceci. Le point d'intersection qui correspond à 50%, ou à 0,5 si on définit le rapport entre 0 et 1, nous permet d'obtenir le potentiel standard, E0. Donc là, je n'étais pas très bien placé, je me repositionne, effectivement comme ceci. Donc voici pour la notion de diagramme de prédominance dans le cas particulier où effectivement les deux espèces sont ioniques et surtout, chose importante, les nombres stoichiométriques sont égaux. Et on va voir que ce n'est pas forcément aussi simple dans le cas où les nombres stoichiométriques ne sont pas identiques. Pour ceci, je vais vous proposer d'étudier un couple de l'iode où vous avez effectivement, pour le couple I2, I-, eh bien la demi-équation électronique suivante, à savoir que I2 plus 2 électrons qui donnent 2 I-. Ainsi, on peut se poser maintenant la question, comment définir la notion de prédominance? Si j'utilise l'équation de Nernst, j'ai E qui vaut E0. E0, je ne sais plus combien ça vaut ici, ça vaut 0,62. Hein, plus 0,06 sur 2 fois le logarithme de la concentration en I2, c'est l'oxydant, divisé par la concentration en I- au carré. Si je dis la même chose, si je dis que I2 prédomine sur I- à condition que sa concentration soit plus grande, je vais me retrouver avec un rapport qui est supérieur à 1, et on va avoir tout simplement E qui va être plus grand que E0 plus 0,06 sur 2 fois le log de, ah bah tiens, il reste un 1 sur racine de I- ici. Donc ça veut dire qu'a priori, ça va dépendre de la concentration I-, mais I- est minoritaire. Donc c'est un petit peu bizarre de travailler comme ça. Donc on va faire un peu autrement. Donc cette méthode, elle n'est pas très judicieuse. En fin de compte, pour définir correctement la prédominance, on va s'intéresser au nombre d'iodes qu'apporte chaque espèce chimique en solution. Un I- apporte un élément iode. Par contre, un I2 apporte 2 éléments iode. Ainsi, je peux dire la chose suivante, c'est que la concentration en éléments iode apportée par I- est égale à la concentration en I-, et la concentration en éléments iode apportée par I2 est égale au double de la concentration. Je vais définir la frontière de telle manière que les concentrations en éléments iode apportés par chaque espèce soient égales. Ainsi, ça implique que la concentration en diode I2 fois 2 est donc égale alors à la concentration en I- à la frontière. Et vaut quoi, en fin de compte, la concentration totale divisée par 2. Je me retrouve donc ici avec la concentration en I2 à la frontière, qui est donc égale à quoi? À la concentration totale en éléments iode divisé par 4, et une concentration en I- à la frontière, qui est donc égale à la concentration totale divisée par 2. Ainsi, dans la formule de Nernst, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, E qui vaut E0 plus 0,03
fois le logarithme de quoi? Eh bien, j'ai I2 qui vaut C sur 4. Et j'ai I- au carré qui vaut donc C sur 2 au carré. En conséquence, les 4 vont s'éliminer. Il nous reste E0 plus 0,03 fois le logarithme de 1 sur C tot. Ainsi, la frontière va dépendre de la concentration totale apportée et ne va pas coïncider avec le potentiel standard, sauf dans l'éventualité où cette concentration vaut 1. Par contre, une fois que j'ai défini ce potentiel frontière, on a à nouveau la prédominance de l'oxydant au fort potentiel. Donc là, je vais avoir I2 qui prédomine et je vais avoir au plus bas potentiel I- qui prédomine. Le calcul du potentiel frontière est alors un peu plus compliqué dans ce cas particulier. Et chose importante, il ne faut pas connaître la formule, hein, mais il faut savoir que le potentiel frontière n'est pas systématiquement égal au potentiel standard. La question va être encore plus cruciale lorsqu'il s'agit d'un couple où l'une des espèces est un solide. Je vais prendre un exemple. Celui justement où c'est le réducteur qui est insolide. Prenons le couple Fe2 plus Fe. La demi-équation, c'est ceci, Fe2 plus 2 électrons qui donnent du fer solide. Dans ce cas-là, le potentiel de Nernst nous dit que E égale E0 plus 0,06 sur 2, à savoir 0,03, fois le logarithme de la concentration en fer, divisé par C0 qui vaut 1 mol par litre, donc de fait, ici, je ne l'écris pas. Comment est-ce que je vais pouvoir déterminer la prédominance ici? Ou plutôt, l'existence, parce qu'on a un solide ici. Donc, on va se poser la question, à savoir, de la définition, de la conception du diagramme d'existence du fer solide. En fait, si je raisonne à nouveau sur ce concept de concentration totale apportée en élément fer, ben, qu'est-ce que je dis? J'ai quoi qui est susceptible d'apporter du fer en solution? Ben, les ions Fe2+. Et puis j'ai du fer solide qui a été mis effectivement dans le volume de la solution. Donc ainsi, le nombre de fer introduit divisé par le volume de solution. J'utilise pas la notation entre crochets parce que le fer n'est pas une espèce dissoute. Ainsi, si le fer n'existe pas, dans ce cas-là, ça veut dire que l'élément fer se retrouve uniquement sous forme ionique. Donc si fer solide non existant, on a alors la concentration en Fe2+, qui vaut C0. Par contre, si le fer existe, eh bien nécessairement, à cause du fait de la présence de la quantité de matière de fer en solution, de fer solide en solution, on va avoir la concentration en Fe2+, qui va être inférieure à, pourquoi j'ai mis C0, c'est C total. Hein. Voilà. Ainsi, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on va obtenir un potentiel d'électrode qui va être forcément inférieur à E0 plus 0,03 fois le logarithme de C0. Ainsi, cette grandeur apparaît donc comme étant un potentiel qui permet de
définir une frontière entre l'existence et la non-existence du fer solide. Ainsi, ceci correspond au potentiel frontière. Alors, eh bien, on obtient le diagramme suivant. Potentiel frontière, dont la formule est là-bas, ne présente pas beaucoup d'intérêt, hein, ça se retrouve. Existence, non, pardon, excusez-moi, existence, c'est au faible potentiel, hein, de fer solide, au faible potentiel parce que c'est un réducteur, le fer solide, et au-delà, non-existence de fer solide et uniquement présence de Fe2+. Attention, attention, il y a quand même du Fe2+ ici, hein, mais moindre qu'ici. Si j'avais à tracer un diagramme de distribution des espèces, eh bien, on aurait, si je regarde la proportion en ions, on aurait ce genre de choses à la frontière, avec alpha pour Fe2+, qui vaut alors 1 ou 100%, et qui décroît au fur et à mesure que le potentiel diminue, caractérisé ici par un point anguleux qui correspond à l'apparition d'un solide, et qui correspond de fait à la notion de diagramme d'existence. Donc ne pas confondre effectivement ce genre de situation. Je ne détaillerai pas le cas où on a une espèce gazeuse, je vous renvoie à ce qui est marqué dans le cours, mais ça procède de la même intention que ce que l'on a vu pour le diagramme d'existence, alors que pour un gaz, on va plutôt obtenir un diagramme de prédominance, et de la même intention également que dans le cas des espèces oxydantes et réductrices solubles, toutes les deux, avec le nombre stoichiométrique différent de 1.